Nous allons passer à la troisième partie. Donc, j'invite Monsieur le ministre Hubert Védrine, Monsieur le conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, Monsieur Henri Guénaud, et Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Mohamed Orabi. Donc, Monsieur Hubert Védrine va vous parler de quelle politique arabe entre guillemets, pour la France entre l'hyperpuissance américaine, le néo-soviétisme et l'expansionnisme chinois. Monsieur le ministre, c'est à vous. Mesdames et messieurs, je remercie les organisateurs de ce colloque de m'avoir donné l'occasion de vous dire quelques mots sur ce sujet, après des interventions bien intéressantes, y compris celles qui vont suivre. Je vais donc vous résumer mes réflexions sur ce sujet que je trouve pas très facile à aborder en réalité, pas très facile à isoler, à circonscrire. C'est un peu artificiel si on dit simplement France-Égypte comme ça. C'est très sympathique compte tenu de l'assistance et de la focalisation sur le sujet, mais on ne peut pas s'abstraire du monde dans lequel on est. Donc on est obligé de partir un peu plus largement pour se demander quel est le contexte plus général, et on ne peut pas replaquer sur la situation d'aujourd'hui tel ou tel moment particulier, intense, de la relation franco-égyptienne, qui n'a pas toujours été facile, mais qui a eu des moments très productifs. Moi, par exemple, j'ai un très bon souvenir en tant que ministre de ma collaboration avec le ministre Amr Moussa, qui est un ami, et on a pris beaucoup d'initiatives ensemble, mais je ne peux pas transposer ça sur aujourd'hui, il ne s'agit pas de donner des leçons à qui que ce soit, parce que rien ne ressemble à rien, en fait, dans le contexte général. Donc, sans être trop long sur le contexte, j'en ai quand même rappelé que, après la fin de l'Union soviétique, les Occidentaux, en général, ont cru qu'en gros, ils avaient gagné, c'était la fin de l'histoire, et que maintenant, les normes occidentales, les valeurs occidentales universelles s'appliquaient partout, qu'il y aurait quelques pays récalcitrants, mais qu'on allait ramener à la raison rapidement. Donc, il y a une période de triomphalisme. C'est la décennie où je parlais d'hyperpuissance à propos des États-Unis, mais ce n'est valable que pour une petite période. Donc, c'est une décennie où les Occidentaux perdent un peu, s'intéressent encore moins que d'habitude à ce que pensent les autres, puisqu'on a gagné. Donc, c'est moins intéressant d'aller examiner de près ce que pensent les pays arabes, et les Arabes pensant d'ailleurs des choses totalement contradictoires entre eux, mais donc ça supposerait de faire une analyse encore plus approfondie, les Asiatiques. Bon. Donc il y a une période d'un peu de triomphalisme, et puis après, on entre dans une période plus dure, notamment à partir du 11 septembre. Les Occidentaux, depuis, sont mal à l'aise avec tout ça. Ils ne se résignent pas à la fin du monopole de la puissance. Les Occidentaux, globalement, qui ont eu le monopole de la puissance dans l'histoire du monde pendant 3 ou 4 siècles, et c'est eux qui ont redéfini le monde, en bien ou mal, mais ils l'ont redéfini, les Européens d'abord, les Américains après. Et depuis lors, il y a une vraie crise, un vrai malaise en Occident, et ça se traduit d'ailleurs aux États-Unis par le fait, vous l'aurez remarqué, que à la fin de chaque mandat présidentiel, les Américains élisent le contraire exact du président sortant, y compris quand ils étaient prêts à réélire le sortant si ça avait été possible. Donc il y a une espèce d'incohérence nerveuse dans cette espèce d'électorat américain qui, à mon avis, est très angoissé à l'idée d'un monde qui n'est plus contrôlé. Et ils hésitent sans arrêt entre se protéger ou bien contrôler l'ensemble des autres, the rest. Comme disait George W. Bush, penseur sous-estimé, c'est fou ce que le monde est plein d'étrangers. Et donc il y a une vision américaine, une certaine inquiétude, et ils ne savent pas trop comment s'y prendre, en réalité, par rapport à ça. Les Européens, c'est différent, parce que les Européens ont vécu sur un nuage depuis longtemps, avec une vision très sympathique, mais complètement angélique, des rapports internationaux, et ils ont un peu de mal, parce que pour les gens familiers de la culture française, c'était un monde de bisounours, alors que le monde réel, c'est Jurassic Park, en fait, qui est très dur. Il n'y a pas encore de communauté internationale, en tout cas pas entre les peuples, les mentalités ne sont pas les mêmes. Il y a un système multilatéral avec des centaines de milliers de gens qui font de leur mieux pour que quand même certaines choses fonctionnent, mais c'est tout. Tout ça n'est pas très géré, en plus. Pas très géré. Il n'y a pas de puissance dominante, peut-être tant mieux d'ailleurs. Il n'y a pas de gouvernement mondial. Et ce que les gens prennent pour des pouvoirs en disant « que fait l'ONU ?» C'est des sortes de phrases absurdes. Vous voyez, que fait l'ONU? Bon,
c'est simplement des enceintes. C'est le nom de la salle. C'est l'endroit où les puissances se réunissent. Elles se mettent d'accord ou pas d'accord. Bon, le G20, c'est pareil. Le G7, c'est pareil. Alors, il y a quand même un pouvoir précis qui est celui des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies quand ils sont d'accord, quand il n'y a pas de veto, pour décider d'une intervention dans du chapitre 7 en matière de sécurité. Mais là, il y a un pouvoir précis, mais c'est tout. Dans tout le système par OMC, qui est très important aujourd'hui, où on a la veille d'un redémarrage en partie d'une guerre commerciale, les responsables de l'OMC, ils n'ont aucun pouvoir, en fait. Aucun pouvoir. Le règlement des différends, que les États-Unis contestent d'ailleurs, et sur ce point très particulier, leurs arguments ne sont pas entièrement mauvais, sur ce point, mais en tout cas, ce n'est pas des pouvoirs, c'est des lieux. Donc les opinions sont un peu perdues, et pour les opinions occidentales habituées à dominer, à déterminer la hiérarchie des valeurs, de ce qu'il faut faire ou pas, de qui est bien ou mal, qui est voyou ou pas voyou, ils ont eu le pouvoir de dire ça, et on ne sait plus où est ce pouvoir, en fait. Puis il y a une grande partie du pouvoir qui a échappé aux autorités politiques classiques, compte tenu de la puissance extraordinaire des marchés, eux-mêmes dérégulés, l'ensemble de ce qu'on appelle la société civile, ce qui est une expression fourre-tout, qui ne veut rien dire qu'un mélange dans lequel il faut distinguer absolument l'ensemble du monde économique et des entreprises géantes, et puis la société, les gens, les associations, les réseaux, les lobbies, les diasporas, enfin, une espèce de millimélo gigantesque. Et en fait, le monde est une foire d'empoigne. Hein. C'est une foire d'empoigne. Donc il ne faut pas plaquer sur ce monde-là des raisonnements diplomatiques fort sympathiques, issus d'un monde plus structuré, plus organisé, de façon injuste ou juste, mais en tout cas structuré. C'est pas le cas. C'est pas le cas. D'ailleurs, moi, ça fait longtemps que dans mes conférences, je parle, je ne sais pas ce que dit Henri Guénaud là-dessus, mais je parle d'un monde semi-chaotique. Mais j'ai vu l'autre jour que Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui est quelqu'un de formidable par ailleurs, parle d'un monde chaotique. Donc il ne prend même pas de précautions. Mais chaotique, ça ne veut pas dire guerre générale. Chaotique, ça veut dire que c'est instable, on n'est pas sûr. Les mécanismes de traitement des sujets ou de gestion des crises ne fonctionnent pas bien, on ne sait pas très bien en fait. Donc le monde d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, dans lequel sont la France et l'Égypte, ils n'ont pas le choix, c'est un monde relativement incertain par rapport à ça, dans lequel il y a des puissances qui sont toujours là, des puissances nouvelles, tout le monde pense à la Chine, mais les pays émergents, il y en a une bonne cinquantaine. Hein. La Russie qui a démontré une capacité de nuisance que les Occidentaux ont traité à tort depuis 25 ans comme quantité négligeable, qu'on voulait oublier. Donc il y a ça, mais aucun d'entre eux ne peut complètement imposer sa loi, en fait. Et même au Moyen-Orient, on se rapproche du sujet, Renaud en parlait tout à l'heure, regardez le Moyen-Orient. Aucune des puissances principales protagonistes ne peut imposer complètement ses solutions. L'Iran est fort, c'est un grand pays qui redeviendra un pays majeur un jour ou l'autre. Mais l'Iran, malgré les sanctions, malgré la politique menée depuis 25 ans, 30 ans, depuis la réaction à la révolution, mais l'Iran ne peut pas atteindre tous ses objectifs. C'est pas possible. Il y a trop de forces en face, c'est trop compliqué. À un moment donné, ils tombent sur un os, quoi. Ils peuvent pas. L'Arabie ne peut pas non plus. Même avec sa volonté de rassembler les sunnites autour de son islam wahhabite, qui fait des dégâts monstrueux dans l'ensemble du monde où il y a des musulmans, ils ne peuvent pas non plus complètement imposer leur vue. Et ils ne pourront pas empêcher, un jour ou l'autre, que l'Iran soit complètement réintégré dans le jeu des nations. Peut-être pas ex-régime, peut-être ex-régime, on n'en sait rien. Bon. Et en tout cas, c'est des puissances qui sont là, qui peuvent s'affronter, se neutraliser plus ou moins, mais aucune d'entre elles ne peut gagner complètement. Et si on prend la Turquie, à un moment donné, il y a quelques années, vous vous rappelez, la politique turque, c'était n'avoir de problème avec aucun voisin. Zéro problème. Maintenant, la Turquie a un problème grave avec chaque voisin. En gros, bon, c'est un renversement complet. Mais l'idée turque, depuis que la mégalomanie d'Erdogan est évidente, c'est de refaire une sorte d'empire ottoman. Ça ne marchera jamais. Bon. Parce qu'il y aura des résistances. Les pays concernés ne sont pas demandeurs du tout. Et puis il y a la politique saoudienne, puis il y a la politique iranienne, etc. Donc, dans ce Moyen-Orient, qui est aux prises dans des conditions déstabilisantes et parfois tragiques pour les populations concernées, hein, puisque regardez la façon dont les Iraniens et les Saoudiens s'entretuent par Yéménites interposés, par exemple. Et l'Égypte a bien raison d'être prudente là-dessus.
ou par Syriens interposés, c'est encore un autre sujet, mais aucun ne peut gagner. Aucun ne peut gagner. Alors, si on raisonnait à l'ancienne, dans le monde d'avant, époque coloniale, on dirait, mais c'est simple, il faut faire comme Sykes-Picot. On peut contester Sykes-Picot, mais à l'époque, la France et la Grande-Bretagne avaient le pouvoir de s'organiser pour voir ce qu'on fait des débris de l'Empire ottoman. On décide de façon brutale, typiquement impérialiste. Il était même prévu de donner une partie de l'Anatolie à l'Italie. Et comme l'Italie a fait le mauvais choix pendant la guerre, rien pour l'Italie. Bon. Donc il reste les Anglais et les Français. Bon, alors ça a tenu pendant un siècle, mais ça ne tient plus, c'est fini par rapport à ça. Mais aujourd'hui, même si on voulait refaire ça, en oubliant les considérations moralistes sur les relations internationales, et même si on mettait ensemble Poutine, Trump et Xi Jinping, hypothèse complète, il n'y arriverait pas. Ils ne seraient pas d'accord sur qu'est-ce qu'il faut imposer aux peuples, même les peuples furieux, ils ne pourraient pas leur imposer quelque chose. Bon, donc c'est complètement différent. Ça veut dire qu'il faut vivre avec l'idée qu'on a une situation semi-chaotique durable, je suis désolé de dire ça, c'est comme ça que je le sens, dans laquelle on ne peut pas exclure ce que Renaud Gérard a évoqué il y a quelques minutes, c'est-à-dire il y a des vrais risques quand même. La politique américaine, elle est relativement... Trump n'est pas aussi incohérent que ce qu'on croit. Il est vulgaire, il est brutal, il est effrayant, tout ce qu'on veut, mais il n'est pas incohérent si on comprend que sa ligne, c'est de suivre ce que veut son électorat. Son électorat. Ça ne fait pas une politique étrangère, mais enfin, il trouve que ça marche comme ça. Bon. Mais j'ajoute à cette remarque le fait que, en prenant parti de façon aussi claire, en soutenant aussi clairement les positions les plus dures, les positions saoudiennes les plus dures, et les positions de Netanyahou les plus dures, même si par l'évolution du temps, en Israël, Netanyahou est presque une sorte de centriste maintenant. Ça paraît quand même tout à fait étrange, mais quand on regarde ce qu'il y a à la droite du Likoud et de Netanyahou, vous voyez ce que ça permet comme extrapolation sur la suite. Donc, je ne sais pas si Trump est dangereux directement au Moyen-Orient, mais il est dangereux indirectement. Parce qu'il peut encourager des acteurs régionaux qui se sentent en situation d'impunité et qui pourraient trouver un prétexte pour se lancer dans un affrontement, par exemple avec l'Iran. Alors évidemment, si c'est le cas en Iran, les durs reprennent complètement le contrôle, alors qu'il y a une bataille en Iran entre les vrais durs, Pasdaran et la ligne Rouhani. Rappelez-vous que Khamenei, qui est une sorte de haine absolue pour l'Occident, n'a laissé Rouhani se présenter que parce que vraiment à la longue les sanctions étaient quand même gênantes. C'est un des rares cas où les sanctions ont fonctionné. Et donc il l'a laissé se présenter, et les Iraniens, depuis maintenant très longtemps, dans chaque élection, ils votent pour le candidat le moins pire. Il y a plein de candidats autres qui sont éliminés, mais il y a quand même des candidats qui sont là, et donc le corps électoral iranien veut que l'Iran redevienne un pays normal dans la vie internationale, normale. Donc ils votent pour celui-là. Mais évidemment, après, ils en attendent des miracles économiques. Donc tout était fondé sur la mise en œuvre de l'accord obtenu par Obama, avec difficulté, mais obtenu quand même. Accord qui a été toujours combattu par les durs en Iran, parce qu'ils ne veulent pas de normalisation. La normalisation de l'Iran, c'est leur mort politique. Donc ils ont intérêt à garder l'antagonisme, le conflit. Et les anti-Obama de Washington, même chose, en fait. Donc là, on voit bien qu'il y a une politique du pire qui peut se remettre en marche. À Washington, quand Trump confirmera qu'il veut casser l'accord, et en Iran, les durs vont prendre le prétexte pour dire que Rouhani, c'est terminé. Même s'il reste président, enfin, il n'aura plus le lead par rapport à ça. Bon, voilà le contexte. Je suis obligé de partir du contexte parce que si on prend France-Égypte, on va dire des choses très aimables, très sympathiques, les sentiments de chaque pays pour l'autre, mais ça ne fonctionne pas bien, en fait, par rapport à ça. Bon, quant à la France, il y a belle lurette qu'elle ne peut plus avoir la politique arabe mythique d'autrefois, parce que le monde arabe est tellement divisé que avoir une politique arabe, ça ne peut pas être pour les Arabes. On choisit qui, en fait? Bon, vous voyez, donc on ne peut pas choisir. On peut avoir une politique intelligente d'écoute par rapport au monde arabe. On peut essayer de s'adapter avec finesse à chaque situation, mais on ne peut pas avoir une politique arabe globale. Personne n'en a, même pas les pays arabes d'ailleurs. Aucun pays arabe n'a une politique arabe globale. On est obligé de faire du sur-mesure par rapport à ça.
Donc dans ce contexte, moi il me semble en effet que ce serait très très bien si la France et l'Égypte pouvaient renouer, redynamiser, je crois que c'est en cours d'ailleurs, la relation bilatérale. Ça c'est quand même tout à fait précieux. Mais ça suppose, d'une part du côté égyptien, que l'Égypte comprenne qu'il y a quand même un jugement extérieur sur la situation interne démocratie, droits de l'homme, qui est un handicap. J'ai jamais fait, moi, du droit de l'hommisme de posture et de démagogique, tout le monde le sait, je ne suis pas sur cette ligne, mais il n'empêche que si l'Égypte veut retrouver des partenaires extérieurs solides par rapport à ça, il faut quand même intégrer cette donnée. Il y a une vraie gêne pour développer l'autre partie du discours qui est de dire l'Égypte est un pôle de stabilité et on a intérêt à renforcer la relation avec l'Égypte qui est utile dans toute la région. C'est ce que je pense. Hein. Mais il y a un problème il faut être capable de vendre ça à l'extérieur. Donc il y a un effort à faire du côté égyptien. Et du côté français, il y a un effort à faire pour que la France ne se laisse pas réentraîner dans des politiques occidentales globales, qu'elle redéfinisse sa propre politique, ce qui n'a pas été tellement le cas dans les 2 présidences précédentes. On peut discuter dans le détail, mais enfin, en gros, on a un peu perdu le fil quand même de ce qu'était la politique étrangère française. Bon, pas tout le temps, je n'ai pas le temps d'entrer dans les nuances là. Enfin, en tout cas, il y a un effort à faire du côté français pour être un pays européen qui est loyal avec les autres Européens, un pays occidental qui est loyal, etc., mais qui garde quand même la capacité mentale, et donc diplomatique, et donc politique, d'avoir sa propre approche, de faire des propositions, d'être capable d'avoir le contact avec tout le monde utilement. Parce qu'un jour ou l'autre, l'ensemble sunnite, d'abord au sein des sunnites, et là Macron a très habilement joué quand il était aux Émirats, le passage Émirats, Arabie, la question libanaise, il a démontré quand même un vrai talent tout de suite par rapport à ça, mais ça ne suffit pas. Donc il faut une capacité française à parler avec tous les protagonistes du jeu sunnite et garder la capacité à parler avec l'Iran, en étant vigilant, en étant ferme. Il n'y a aucun propos de faiblesse dans ce que je dis par rapport à ça. Et je pense que si la France n'a pas cette capacité, elle va se banaliser. Enfin, du moins, si elle ne retrouve pas cette capacité qu'elle a un peu perdue ces dernières années, elle va rester banale. Donc je suis plutôt en train de dire que je souhaite que la France sorte de cette banalisation qui l'a frappée ces derniers temps et qu'on aurait besoin d'une France active dans ce genre. Je pense la même chose d'ailleurs sur la relation avec la Russie, mais ce n'est pas notre sujet principal. Je pense qu'il faut voir au-delà de la situation actuelle et de la fermeté qui doit être démontrée par rapport aux services secrets russes. Oui, il faut le faire, mais il ne faut pas faire que ça. Il faut avoir une vraie vision à long terme. Et au Moyen-Orient, je crois qu'on a besoin d'une vraie vision à long terme. Et que là-dessus, le seul partenaire avec lequel on peut tenter cet effort de réflexion, c'est en effet l'Égypte. Moi, j'aime beaucoup l'Égypte, mais je ne dis pas ça du tout par sentimentalisme. C'est un vrai raisonnement géopolitique. Si on se dit avec qui, comment, on arrive à l'Égypte. Bon. Et si on nous dit que, du point de vue de l'Égypte, oui, la France reste ou redevient le bon partenaire par rapport à ça, tant mieux. Tant mieux. Mais après, ça reste à construire. Voilà ce que je voulais vous dire, en résumé. C'est moyennement optimiste, mais bon, je pars du monde tel que je l'analyse, pour que nous avancions. Merci, Monsieur le Ministre. On s'attendait bien à cette brillante communication parce que vous faites partie ils ne sont pas nombreux, franchement, en France, les ministres qui cumulent la casquette de l'intellectuel, résolument intellectuel, et du ministre, ou pour reprendre un titre célèbre à Max Weber, le savant et le politique. Le savant et le politique.